Ça a l'air calme ce matin, on va démarrer tranquille. Ça vous va? Allez, bah, bienvenue. Exactement. Allez hop, on va parler de Access Client Solutions. Magnifique produit, indispensable, qui fait plein de choses. Ma question, c'est plutôt comment on l'installe, comment on le met à jour, comment on sécurise, comment on limite les fonctions et comment on recommence pour aller mettre à jour les nouvelles versions. C'est ça mon débat, puis ça ne nous empêchera pas de discuter. On va très nombreux si vous avez besoin. La photo, je sais, il faut que je la change. Donc, je travaille pour Gaia et Volubis. On fait de la formation, c'est ici. On fait de la formation avec Volubis et on fait du conseil de service avec Gaia. Par ici, messieurs. Je vous connais. Et donc, on fait ça depuis. Elle est toujours à la même place. Ah ouais, moi, elle est bien, celle-là. Allez, bonjour. Ah bah, je me disais aussi qu'il y avait. Tiens, du café. Ah, pas mal. Allez, je vous en prie, installez-vous. Parfait. Bonjour. J'attends 2 minutes parce que je vois. Il n'y a pas eu d'annonce. Il n'y a pas eu d'annonce? Les gens ont oublié l'heure. Bonjour. Bonjour. Bonjour, bonjour. Ça va? Allez, deuxième essai alors. On l'a refait. On remonte, on l'a refait. Allez. Donc, on va parler bientôt. On va parler Access Client Solutions. Je vais repasser ça parce que j'ai l'impression de répéter beaucoup. J'interviens en formation, en conseil, en expertise avec Gaia et Volubis, qui sont 2 sociétés spécialisées dans l'IBMI. On fait que ça. Et puis, j'allais dire accessoirement, même si ça prend beaucoup de temps, on anime également Common France pour vous proposer un certain nombre d'animations que vous avez pu voir ici. Et à ce titre-là, n'hésitez pas à venir nous voir. Vous avez d'autres membres du bureau de Common France qui sont là, donc n'hésitez pas aussi à leur demander des choses. Access Client Solutions. Bonjour Benoît. C'est pas hyper nouveau puisque la première version date de 2013 déjà. On dirait d'autres, d'accord. Donc il a beaucoup évolué depuis 2013. Globalement, il y a 2 mises à jour importantes par an. Il peut y avoir des mises à jour un peu supplémentaires, principalement pour des questions de sécurité. Ça nous est arrivé 1 fois ou 2. Mais globalement, on va dire il y a un rythme à peu près de 2 mises à jour par an. C'est un produit qui est complètement écrit en Java. Il y a des petits packages additionnels, j'en reparlerai après, mais le cœur du produit est écrit en Java. Et du coup, vous pouvez l'exécuter sur Windows, il faut une JVM. Sur Mac, il faut une JVM. Sur Linux, il faut une JVM, etc. Vous pouvez l'exécuter un petit peu partout. Petit sujet, je ferai une petite ouverture si on a le temps là-dessus, mais vous pouvez aussi l'exécuter sur l'IBMI. Alors évidemment, pas en mode graphique, d'accord. Voilà. Bonjour. Mais en mode commande, il est disponible également sur l'IBMI et ça peut être intéressant. Je vous montrerai deux, trois choses utiles. Alors, ma présentation s'appelait « Comment déployer ACS ?» et ma première slide vous dit « Il n'y a pas d'installation ». Donc voilà, on va aller boire un café. Non, l'installation est facultative. C'est un produit Java, vous pouvez le dézipper. En fait, quand vous le téléchargez sur l'ESS, c'est un gros zip, vous le dézippez, vous avez un ACS bundle.jar, vous cliquez dessus, s'il y a une JVM installée sur votre poste, le produit démarre. Okay. Maintenant, si le titre de la session, c'était déploiement sécurisé. Donc, si vous voulez paramétrer, mettre des options, limiter des fonctions, ben là, pour le coup, il faut aller faire un petit peu de configuration. Et si vous êtes 3 utilisateurs dans votre société, vous allez certainement le faire à la main. Si vous avez 800 utilisateurs répartis dans 13 pays, dans des fuseaux horaires différents, on va peut-être essayer de le scripter, de l'automatiser. Donc, c'est l'enjeu ici. Bon, le petit code du produit, ça remplace ça remplace en partie système navigateur, ça se marche un peu sur les pieds sur certaines fonctions, ça remplace surtout la partie émulation 5250, transfert de fichiers, etc. D'accord ? Mais ça remplace le client lourd, même c'est un autre client lourd, spécifique Windows avec installation Windows, que vous ne mettiez jamais à jour en général, puisque comme c'était compliqué, il était installé au moment où vous installiez un nouveau PC, et puis après, on n'y touchait plus jamais. Arrêtez si je dis des bêtises.
La petite page d'accueil côté IBM qui vous renvoie après d'une part vers la documentation, d'autre part vers le téléchargement, vers les modes opératoires, etc. C'est vraiment le point d'entrée. Je n'ai pas fait tous les URL parce qu'il y en a 50, mais c'est la page d'accueil qui vous permet de retrouver derrière toutes les infos. Okay. Donc, un certain nombre dans la famille, ça c'était juste les dessins IBM, dans la famille e-Access, qui permettent de dire comment sont réparties les fonctionnalités maintenant dans les nouveaux produits, d'accord, donc du système e-navigateur, etc., pour dire, bah, il y en a une partie qui part dans le navigateur Fiori maintenant, qui est le produit d'administration, donc le site web qui est sur votre IBMI, qui est l'administration de l'IBMI, et les fonctions d'accès client vont dans le donc IBMI Access Client Solution. Alors, petit mot de vocabulaire, IBM a remplacé, il faut que je fasse au ralenti, hein, ils ont remplacé Client Access par Access Client Solution. Voilà, donc si vous voulez mettre de l'ambiguïté dans tout ça, il n'y a pas mieux, mais en tout cas, ça se passe bien comme ça. Le nouveau produit, c'est celui-ci. Et il y a certaines fonctionnalités qui étaient dans le produit spécifique Windows avant, que bien sûr, on ne peut pas reporter dans le monde Java tel quel, des DLL, des choses comme ça, d'accord, ça n'existe pas. Donc, vous avez un package particulier pour Windows qui permet de reprendre les anciennes fonctionnalités, en partie, il y en a 2-3 qui ont été débranchées, mais de reprendre des anciennes fonctionnalités dans le monde Windows. Vous avez aussi un package Linux pour les pilotes ODBC, un package Mac et un package IBMI pour PAS. Celui-là, il est plus rigolo, on verra si on a le temps d'en parler. Bon, ça commence à dater. Vous ne voyez plus personne sous Windows 8, 9, 10. Vous êtes tous en Windows 11. Les anciens produits sont plus compatibles Windows 10. Au tout début, on arrivait encore à les installer. Maintenant, c'est mort, ça passe plus. Il n'y avait pas de jeu sécurité qui bloque. Donc, vous avez moyennement le choix. Il faut installer de toute façon ACS, sauf à tricher. Et puis voilà, si vous êtes dans des réglementations, vous avez besoin de montrer que vous êtes à jour, que vous avez du support. De toute façon, il n'y a pas d'ambiguïté. Et puis, il y a plein de nouvelles fonctions. Donc, de toute façon, il faut y aller. Il y a de la place, n'hésitez pas. Enfin, c'est pas qu'on se vous voit. Bon, allez, je vais passer là-dessus, d'accord? Ça reprend ça reprend plein de fonctionnalités que vous connaissez. Dedans, vous pouvez aller vous connecter au 5250, faire des transferts de fichiers. Si vous êtes développeur SQL, vous avez tout l'outillage qui va bien, Excel, IFF. Bon, je passe là-dessus. Plein de fonctionnalités, encore une fois, on en parle, mais je voulais remettre un petit peu en perspective avant de parler purement du déploiement. Et encore une fois, il y a des fonctionnalités qui peuvent être utiles à tout le monde. Il y a peut-être des fonctionnalités qu'on n'a pas envie de donner aux utilisateurs finaux, j'allais dire, un gestionnaire d'assurance ou d'accord, on va peut-être pas lui donner l'accès au tooling SQL, quand bien même il n'aurait pas les droits techniques de s'en servir. Accéder à la console HMC, c'est pas forcément une bonne idée. Des packages supplémentaires pour des ouvertures, je passe tout ça. Donc on disait, vous n'êtes pas obligé de l'installer, ce qui m'arrange bien quand moi je vais chez les clients, par exemple, j'arrive avec mes clés USB, j'ai ACS dessus. Et malgré tout, sur vos postes, ça peut être intéressant de l'installer, de le sécuriser, mais vous pouvez le lancer depuis n'importe où. Évidemment, sur votre poste au quotidien, c'est évidemment ce qui est recommandé. Lecteur réseau, clé USB, lecteur réseau, on en reparlera. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un point jar, il faut une JVM, vous le cliquez dessus, hop, ça se lance, pas de problème. Vous pouvez l'appeler en ligne de commande, toujours pareil, il faut une JVM. L'avantage des lignes de commande, vous pouvez passer des commandes. Typiquement ici pour contrôler un peu la mémoire, etc., que vous voulez donner, mais c'est du classique du monde Java, là-dessus, il n'y a rien de particulier. Bon, ok, il y a des limitations à ça. Dans le monde Windows, vous ne pouvez pas, par exemple, associer des extensions à un point jar. Associer des extensions pour associer quel est le programme qui doit ouvrir un point doc, pour dire c'est Word, vous avez de la config Windows, d'accord, mais c'est forcément des exés. On ne peut pas associer des extensions à un point jar, il faut que ce soit un exé. Donc, IBM vous fournit également
un certain nombre de programmes qui sont donc dans le répertoire. Quand vous avez des IP ACS, vous avez un sous-répertoire Start Programme. Et vous voyez dedans, on a du Linux 32 bits, 64 bits, pareil pour, enfin, on a du Mac, on a du Windows 32-64. Et dans le répertoire Windows, il y a un exe, justement pour permettre une meilleure intégration dans Windows, association des extensions de fichiers, etc. etc. C'est à peu près le seul intérêt de cet exe. D'ailleurs, je n'ai pas mis la taille, mais il est tout petit. Il fait quoi? Il fait appel au point jar, et c'est à peu près tout. Je ne détaille pas pour Linux et Mac. Si vous êtes dans ces cas-là, j'ai des slides sous le coude. Je ne les ai pas mis là, d'accord. Mais le principe est le même. Petite particularité sur les 32 et 64 bits, on parle bien de la version de la JVM, en fait. Bon, vous lancez le produit, je n'ai pas refait la petite capture d'écran. La première fois, vous avez une petite licence, il faut accepter. De toute façon, sinon vous ressortez. Vous avez cette interface-là, et dans cette interface, vous allez retrouver, a priori, l'ensemble des fonctions disponibles pour le produit. Donc, on reconnaît évidemment l'émulation 5250, l'accès à l'IFS, les spools, gestion de tout ce qui est SQL. Des choses un petit peu plus pour l'administrateur, accès à la console 5250 et compagnie, donc via la HMC, etc. Et donc, l'idée, c'est de dire, voilà, si vous êtes, vous, au service informatique, certainement, l'idée, c'est que vous ayez tout, puisque c'est votre boulot, d'accord. Si, encore une fois, vous êtes utilisateur final, déjà, est-ce qu'on a envie de vous présenter ça et pas directement un lien vers 5250 qui démarre comme il faut, mais quand bien même on vous donnerait l'accès au produit, ce serait intéressant que vous ayez que l'émulation 5250 et pas le reste. Et pour certains utilisateurs, contrôle de gestion, etc., en général, ils demandent un peu plus. Transfert de fichiers, 2-3 petites choses pour faire des extractions parce qu'il y a des choses pas prévues, on veut aller faire des petites recherches. Mais pour le reste, il n'y a pas de raison que les autres utilisateurs aient accès au reste. Donc l'idée, c'est d'enlever tout ça de l'interface. Ça ne veut pas dire que l'utilisateur, en passant par d'autres produits, ne pourra pas faire du SQL. Hein. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit, en tout cas, on va lui enlever de l'interface. Ça évite simplement qu'il clique sur le bouton pour pouvoir y aller au travers de ce produit-là. Pour ça, on va passer par une installation. Et cette installation, vous pouvez la faire de différentes façons. En fait, vous allez pouvoir préparer l'installation, c'est ce qui m'intéresse, sur une image administrative, et la redéployer ensuite sur les différents postes. Et l'intérêt, c'est qu'on pourra la scripter, et donc vous pourrez l'automatiser, mettre ça dans vos outils Windows pour pousser les installations en fonction de votre outillage. On va pouvoir faire différentes combinaisons. Vous pourrez demander à copier le produit localement sur le poste de travail, ou on peut demander à exécuter le produit depuis un emplacement réseau. Si on l'exécute depuis le réseau, il y a un système de cache qui fait qu'il n'est pas retéléchargé à chaque fois, d'accord? Mais malgré tout, vous pouvez avoir une image réseau qui redescend tout seul sur les PC. On va juste installer un lien quelque part qui permet de redescendre ça. Et au-delà du produit, il y a un certain nombre de paramétrages qui expliquent où sont stockées les configurations des sessions, des systèmes auxquels vous accédez, etc. Et ce paramétrage-là, pareil, peut être stocké localement pour chaque utilisateur ou sur le réseau, soit pour chaque utilisateur, soit de façon globale. Quand c'est sur le PC et que j'ai marqué partage, évidemment, c'est les utilisateurs du PC. D'accord. Donc, on va pouvoir choisir un petit peu dans toutes ces installations. L'idée étant de dire, on va préparer une configuration comme ça, on la package, on la met quelque part sur le réseau, à un endroit où c'est disponible, et vous la déployez sur les postes. Et ça va déployer en fonction de ce que vous avez mis. La première question, c'est est-ce qu'il vaut mieux installer en local? Est-ce qu'il vaut mieux exécuter depuis le réseau? Les deux fonctionnent, d'accord? Pour vous, informaticien, installez en local. Il n'y a même pas de sujet, d'accord? Installez en local. Vous faites beaucoup de télétravail, vous êtes à droite, à gauche, etc. Installez en local, évidemment. Ça va sans dire, sinon, VPN, connexion, truc, compliqué. Vous avez des utilisateurs à l'usine qui flashent des cartons qui passent sur un tapis roulant. Peut-être installé en réseau. Ce n'est pas idiot pour les questions de maintenance. Après, ça facilite les mises à jour. Ça,
à voir au cas par cas, mais pour l'IT, il faut que vous puissiez intervenir en cas de coup dur, en cas de problème de réseau, en cas de problème de connexion, de ce que vous voulez, tout en local. Pour les autres utilisateurs, on en reparle. Donc, en tout cas, vous allez pouvoir choisir ces configurations-là. Comment on va faire? Vous avez toujours dans le produit, vous avez des scripts JS qui sont ici, qui sont dans, j'ai mis le petit répertoire qui va bien, normalement. Et en gros, vous avez des scripts qui vous permettent de dire, je veux installer une version 32 bits, enfin pour JVM 32 bits, pour l'utilisateur en cours, pour tous les utilisateurs de la machine. Pareil pour la 64 bits, où vous voulez désinstaller le produit. Donc, a priori, on va plutôt se concentrer sur les scripts d'installation. Et quand vous allez lancer le script d'installation, donc imaginons là, je suis utilisateur, je suis connecté, je clique sur le script d'install. J'ai une série de questions qui vont m'être posées. Vous répondez oui, non. Et en fait, on vous demande, OK, c'était une machine vierge. Hein, OK, il n'y a pas d'installation. Tu veux faire une installation par défaut, ou alors est-ce que tu veux éditer le fichier de configuration et garder les choses que tu avais déjà fait avant, parce qu'on a détecté qu'il y en avait un. Et ensuite, on va vous donner un ensemble de questions. Est-ce que vous voulez que tous les utilisateurs, là, je suis trop près. Est-ce que tous les utilisateurs doivent partager une installation locale du produit? Oui ou non? Est-ce que vous voulez que l'utilisateur puisse faire du transfert de fichiers? Est-ce que vous voulez que l'utilisateur, bon, etc. On va vous poser toutes les questions. Il y en a beaucoup plus que ça des écrans, d'accord? Il y en a une quinzaine. Pour paramétrer en fait cette image-là. Là, pardon, pour déployer le produit avec les options que vous êtes en train d'indiquer. Quand vous avez déployé le produit, ah oui, voilà, j'avais mis toutes les questions. J'avais plein. J'avais des slides avant où j'avais fait l'animation. C'était pénible. Donc là, j'ai fait en une seule fois. D'accord, donc vous voulez du 52-50, vous voulez tac, tac, on vous pose tout ça. Et on vous déploie le produit, on vous affiche la licence. Et quand le produit démarre, il démarre avec les options que vous avez indiquées. Ça, c'est bon pour un déploiement individuel sur votre poste. Pour vous, à l'IT, ça le fait, vous répondez oui à chaque fois, vous avez toutes les options, votre produit est installé, vous êtes autonome, vous êtes administrateur de votre poste. Donc, il faudra passer par le service qui pourrait faire ça, d'accord, mais globalement, vous mettez toutes les options. Maintenant, si on veut vraiment créer une image qu'on veut configurer de la même façon, mais sans l'installer, juste créer une image qui, elle, pourra être poussée sur les postes. Alors, on va faire la même chose, en fait. On va appeler ce script, on va rappeler ce même script, sauf qu'on va l'appeler avec une option qui s'appelle admin config. Il va nous proposer il va nous poser exactement les mêmes questions. Il ne va pas déployer le produit. Il va créer une image dans le répertoire de là où on va appeler, d'accord, configurer en fonction des questions auxquelles vous aurez répondu. Donc, on ne va pas refaire tout le truc, hein, d'accord? Il nous pose les mêmes questions. Plus une ou deux questions supplémentaires qui sont, par exemple, quand on va installer cette image chez les utilisateurs, est-ce que on va installer, je recule, je ne sais plus dans quel sens c'est écrit en fait, je le fais pas souvent non plus. Donc, est-ce qu'on va installer, si vous mettez oui, on va installer en gros sur le réseau. Vous allez faire une exécution depuis un répertoire réseau. Si c'est non, on va vraiment copier le produit sur tous les postes clients. Donc, si vous mettez oui, le produit, il y a quand même des choses qui vont être copiées en local, la configuration, etc., etc. Mais quand vous allez exécuter le point jar, il va aller vérifier sur le réseau qu'il n'y a pas une version supérieure qui a été mise à jour, auquel cas elle est copiée automatiquement sur le poste client. C'est en ça que c'est un petit peu moins performant au démarrage, d'accord? Elle est recopiée en local, en cache sur le poste client avant de s'exécuter. Donc, l'avantage de le faire depuis le réseau, c'est s'il y a des mises à jour, vous ne gérez pas, vous mettez à jour votre image réseau. L'utilisateur, le lendemain matin, il clique sur son produit. Ça prend 30, 40, 50 secondes, une minute. Ça dépend un peu de votre réseau, en fait. Et le produit est mis à jour sur le poste. Donc, ça, c'est le côté pratique. On a eu des petits soucis, pour être franc, chez des clients. L'effet, c'était 500 utilisateurs qui se connectent entre 8h et 8h15.
et les serveurs de fichiers ont eu un peu de mal à encaisser le sujet. Voilà, ça c'est le seul petit souci qu'on a pu avoir. J'allais dire, ça dépend de votre organisation et de vos équipements réseau. D'un point de vue administration, évidemment, c'est top. Donc, on prépare cette image. On répond aux différentes questions, si c'est une image locale, une image réseau. Est-ce que c'est une installation silencieuse ou pas? Donc ça, pareil, pour déployer automatiquement sur les postes clients, c'est plutôt une bonne idée également. Donc installation silencieuse, il n'y a rien qui est visible du côté de l'utilisateur, il n'y a pas de fenêtre, il n'y a pas de message à répondre, on pousse les fichiers tout seul et il n'y a pas de souci. Ça prépare votre image, ça n'a rien installé sur le poste dans lequel vous avez lancé la commande, d'accord? Ça prépare l'image et on fait ça depuis le réseau en général pour une question évidente de la récupérer facilement. Vous voulez l'installer sur les postes clients, il faut lancer la commande d'installation dans le répertoire qui contient l'image que vous avez configurée. Comment vous faites ça? C'est là où je ne sais pas, ça dépend comment vous êtes équipé côté Windows. En général, dans les grandes organisations, vous avez des outils type Intune, etc., qui vous permettent de lancer des commandes, de déployer des produits, de modifier les scripts de logon Windows, etc., dans lesquels on peut aller pousser ces commandes-là, de sorte que quand vous avez configuré une nouvelle image, vous êtes capable automatiquement d'aller la pousser sur les postes. Et là, vous pouvez travailler en plus, en général, avec vos produits, vous êtes capable de travailler en mode, j'en ai 50 utilisateurs en local pendant une semaine pour faire le test, vérifier que tout va bien. Puis une fois que tout va bien, je déploie sur les 3000 postes répartis dans le monde. Là, ça dépend beaucoup de votre outillage Windows. Je ne vais pas vous dire, mais il n'y a pas plus basique que appeler une commande JS pour lancer un script. J'aurais jamais plus simple. Répertoire de l'image, quelque part. Ouais. Là, j'ai mis que le nom du script. Tu mets le répertoire complet. Vous avez des outils Windows? Oui. Il y en a plein, différents. Moi, j'en connais 2 ou 3. Ce n'est pas ma spécialité, mais dans des grands parcs, normalement, vous êtes obligé. L'idée, c'est quoi? L'idée, c'est de dire, en général, ce qu'on vous préconise, c'est de préparer 3 images. Une image pour l'IT, toutes options. Mais au moins, ça peut être géré par votre service qui gère les machines, puisqu'on l'a dit, vous n'êtes pas forcément administrateur de votre poste. Maintenant, pour des questions de sécurité, c'est de moins en moins le cas, même pour l'IT. Donc, vous leur préparez une image dans laquelle vous mettez tous les droits, mais vous leur demandez gentiment de vous la déployer. C'est comme on peut, hein, c'est ça. Mais au moins, tout le monde est content, on a respecté les process. Dans la RSSI, on a coché toutes les cases. Deuxième public, l'utilisateur final, bah là, vous faites une deuxième image dans laquelle vous enlevez tout, vous me laissez 52-50, éventuellement le transfert de fichiers. Globalement, enfin, ça dépend ce que vous utilisez, mais vous limitez au maximum les fonctions accessibles. Et puis, la population un peu key user, on va dire, d'accord, qui a besoin en général de 2-3 options en plus. C'est bien. Tout ce qui est bien. Ça dépend des contextes, mais ouais, globalement, si vous avez des équipes de data, etc., en général, ils ont besoin des accès SQL, ils ont besoin de ce genre de trucs. Là, c'est au cas par cas, d'accord, mais si vous avez des populations particulières, en général, nous, on travaille avec 3 images. Je le mets pour le dire que si vous en avez, il ne faut plus le faire. D'ailleurs, c'est plus supporté dans les nouvelles versions. Il y a quelques années encore, on avait, je ne sais pas si vous en avez eu, des clients qui utilisaient du JNLP pour aller descendre automatiquement de l'ACS sur les postes. Je fais l'impasse dessus, c'est marqué là, il ne faut pas le faire, c'est obsolète, c'est le premier truc. Okay. Donc, petit rappel, au cas où vous en aviez, si personne n'en a, je passe. Donc, le produit, pas de problème, on sait le configurer, image administrative, on les met sur le réseau, vous pouvez les déployer. Maintenant, on disait le produit, lui, il est basé sur Java. Ce qui veut dire qu'il y a quand même un prérequis, c'est que sur le poste client, il faut qu'il y ait Java installé. Je ne vous refais pas la messe avec le Java Oracle, les licences qui ont changé, etc. Il y a des petites choses à faire attention. Mais il faut qu'il y ait un Java installé, en tout cas une JRE installée sur le poste. Donc ça aussi, votre équipe Windows, pour le coup, peut le gérer. Après, sur le poste client, bon, par rapport à Java, si Java est installé, en général, il y a une variable d'environnement Java Home qui permet d'indiquer la version de Java à utiliser.
Dans les raccourcis de lancement de ACS, si vous avez plusieurs Java différents, parce que des fois, quand vous avez plusieurs produits, il y en a un qui veut une Java 8, l'autre il veut une 17, etc. Si vous avez des difficultés, on peut configurer les liens de démarrage du produit pour aller indiquer le chemin de la JVM à utiliser. Pas toujours très souple, et puis si les installs bougent, c'est un peu délicat. Donc ça, c'était pour montrer le Java Home. Si vous voulez forcer la config en ligne de commande, vous pouvez le faire. Ce n'est pas ma solution préférée. Je vais vous dire ma solution préférée juste après. Petit rappel sur les versions supportées, ça bouge régulièrement, j'ai remis à jour. Il faut au minimum du Java 8, mais on vous recommande aujourd'hui d'être plutôt en 11 ou 17, et il y a certaines fonctions qui ne fonctionnent plus en 8 maintenant. Il y a certaines fonctionnalités de ACS qui nécessitent au moins du 11. Vous avez donc les versions Oracle disponibles, vous avez d'autres versions. Alors les LTS, c'est les long term support, c'est les versions stables et supportées à long terme. Et puis, la recommandation, c'est de dire, allez prendre une JVM qui s'appelle OpenJ9, qui est une JVM qui est écrite par IBM. IBM participe à beaucoup de projets open source, énormément. Et dans ce cadre-là, il y a également une JVM qui est fournie. Et cette JVM-là, vous pouvez bien sûr l'installer sur le poste Windows. Je vous laisse vous bagarrer avec vos administrateurs. Mais vous pouvez surtout, donc vous l'installez, vous allez vérifier le Java Home, etc. D'accord? Mais surtout, vous pouvez intégrer directement dans le répertoire du produit la JVM que vous voulez utiliser pour le produit. Et là, vous êtes indépendant de la configuration du poste, qu'il y ait une JVM ou pas sur le poste, que ce soit la bonne, pas la bonne, ou une supportée ou pas supportée, etc., peu importe. Vous pouvez embarquer votre JVM, enfin JVM, la JRE, ça suffit, pas la JVM. Juste le runtime, ça suffit. Vous pouvez embarquer une JRE de répertoire correspondant au programme de démarrage de votre instance ACS, et c'est elle qui sera prise en compte au démarrage de l'ACS. Si vous faites ça, évidemment, vous pouvez le faire directement dans l'image administrative, et la JRE sera copiée directement à l'installation de ACS. Vous êtes indépendant du poste, vous êtes indépendant des mises à jour. L'idée, ce n'est pas forcément d'être indépendant et de tout faire de son côté, ce n'est pas ça, je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que dans des contextes où, sur les postes de travail, vous avez 4 produits Java différents qui nécessitent des configs différentes, ça devient très compliqué. Et si ce n'est pas vous qui gérez les autres, vous n'êtes pas au courant des modifs, etc. Donc, par contre, quand ça ne va pas marcher ici, c'est vous qu'on va aller chercher. Donc ça, c'est ce qu'on vous recommande en général. Pourquoi la OpenJ9 plus que la Oracle? Parce que quand vous lancez la OpenJ9, elle a une empreinte mémoire qui est divisée par 2 par rapport à la Oracle. À terre, mais c'est 1 giga de mémoire sur le poste de travail. Et donc, si vous le mettez dans l'image, ce qu'on disait, c'est copier à l'installation, vous êtes tranquille. Je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas faire une mise à jour de temps en temps non plus. Ça marche. Bon, alors ok, on a dit comment on fait pour le déployer. La présentation, c'était on le déploie de façon sécurisée. Bon, on n'a pas encore sécurisé grand-chose, mais on a expliqué comment on peut le déployer. Comment on peut le mettre à jour? J'ai rajouté une slide à la fin. En fait, on refait une image, on relance le script d'install et il va faire la mise à jour. Maintenant, comment on fait pour limiter les options des utilisateurs? Dans l'image que vous avez préparée, vous avez répondu aux questions qui dit « Oui, je veux qu'il ait l'émulation. Oui, je veux qu'il ait le transfert de fichiers. Non, je ne veux pas qu'il ait la console. » Déjà, on a limité les options disponibles. Maintenant, vous pouvez aussi, au travers de l'interface graphique, dans le produit, quand vous allez, alors il faut le lancer, clic droit, exécuter en tant qu'administrateur, sinon ça ne marche pas. Dans les préférences, vous avez un onglet qui s'appelle Restrictions et reprend justement toutes les options du produit que vous pouvez enlever de l'interface. D'accord. Mais là, du coup, c'est post-installation, évidemment, il faut que le produit soit déjà fait, mais sur un poste en particulier, ça peut vous permettre d'enlever des choses. Mais il faut le lancer en administrateur Windows. Autrement dit, c'est pas trop ce qu'on fait.
Quand vous faites ça, qu'est-ce que ça produit? Ça va aller modifier, il y a un fichier de configuration, le ACS config properties. Ça modifie ce fichier de configuration, ça rajoute une directive IBM eAccess exclude components avec la liste des composants que j'ai demandé à enlever de l'interface. C'est exactement ce que fait l'installeur quand vous répondez aux questions oui/non. C'est exactement la même chose. D'accord? Donc ça, quand vous connaissez ce fichier de conf, c'est facile, il est à la racine du produit. Vous pouvez tout à fait l'éditer n'importe quand et aller changer la configuration. Exemple, on parle de comment installer le produit, limiter les fonctions, sauf que vous, dans vos parcs d'utilisateurs, le produit est déjà installé. D'accord? Donc, une façon de limiter simplement aujourd'hui les fonctions disponibles, faire un petit script avec vos outils Windows qui va aller rajouter une ligne comme ça dans le fichier de conf actuel. D'entrée de jeu, vous enlevez toutes les options de l'affichage par la directive et puis c'est OK. Donc historiquement, la première directive, c'était un exclude component et maintenant on a aussi un include component qui est plus facile puisqu'on va plutôt travailler en disant sur l'ensemble des fonctionnalités, je veux que celle-ci et celle-ci. L'intérêt, c'est de dire que dans les mises à jour du produit, on rajoute des fonctionnalités. Donc avec l'ancienne syntaxe, si on ne les avait pas exclues, elles deviennent disponibles. Avec la nouvelle syntaxe, explicitement, il faudra aller les rajouter pour les avoir. Include, je crois que c'est la 9.7, mais la 1.9.7, mais je dis ça de mémoire, c'est peut-être la 9.8. J'irai voir. Bon, maintenant, un fichier de conf, ça reste un fichier de conf, c'est jamais qu'un fichier texte, on sait où il est, c'est documenté, on va sur Internet, IBM le dit, on documente toutes les fonctions à l'intérieur, toutes les directives. Un utilisateur un peu malin, pour pas dire margoulin, il va vous prendre le fichier de conf, il va vous le casser en deux, c'est fini, d'accord? Donc évidemment, si vous changez les confs, il faudrait sécuriser le fichier de configuration, ce qui là aussi nécessite de passer par l'administration Windows pour dire l'utilisateur n'a accès qu'en lecture au fichier de conf, etc. Donc ça peut demander des difficultés. Donc sur l'installation locale, en général, on ne le fait pas trop. Si c'est une installation réseau, par contre, vous le faites. Enfin, si c'est une exécution depuis le réseau, vous le faites, parce que là, c'est un petit peu différent. Maintenant, il y a des moyens de protéger un petit peu ce fichier de configuration, au-delà des droits Windows. On peut prendre ce fichier de configuration et l'intégrer au .jar, le ACS bundle.jar. Donc, il y a une commande que je n'ai pas remis ici, il y a une commande Java-UVF, etc. Et en fait, le fichier de conf est intégré dans le .jar. Ce qui fait que là, l'utilisateur, même s'il modifie le fichier de conf dans le répertoire, c'est celui qui est intégré au .jar qui est pris au démarrage. Non, ça ne règle pas tous les problèmes. Donc, pour vos utilisateurs, c'est déjà mieux. Si moi, j'arrive chez vous avec ma clé USB et que je mets mon ACS et que je l'exécute depuis ma clé, hop, je retrouve toutes les options disponibles. Parti pour les grosses boîtes. Ouais, mais ta phrase commence par normalement. Normalement. Il fait que, faut être volontaire. déjà, en disant, on sait bien que ça ne se passe pas comme ça, mais effectivement, on ne devrait pas avoir l'accès pour toutes les questions de sécurité. J'ai quelques clients, pas beaucoup, j'ai 2 clients où les ports USB sont soudés. Et on va travailler, encore on a de la chance, maintenant on peut travailler dans les bureaux. Avant, on était obligé d'aller travailler dans la salle machine qui était sur un réseau à part. Une main devant, une main derrière. Pas de téléphone, pas de clé USB, rien du tout. Je suis d'accord, on ne devrait pas, dans la vraie vie, aujourd'hui, on aurait bien du mal à se passer des ports USB, ne serait-ce que pour mettre sa souris. Donc, vous avez une autre possibilité pour Windows uniquement, puisque ça va utiliser la base de registre. Donc là, pour Linux et Mac, on oublie, d'accord. Mais pour Windows, vous pouvez aller indiquer les restrictions des fonctions, celles qu'on met dans le fichier de configuration. On peut également les pousser dans la base de registre. Auquel cas, quelle que soit l'instance de ACS que vous lanciez, que ce soit celle qui est installée, une qui soit ailleurs sur clé USB, sur le réseau ou autre, ces restrictions vont s'appliquer pour le produit, quelle que soit la version, quel que soit l'instant. Comment on fait ça alors? Merci, bel enchaînement. Comment on fait ça? Eh bien, en fait, exactement pareil, c'est quand on va, je vais revenir en arrière, quand on va ici dans les restrictions,
on va indiquer quelles sont les fonctions qu'on veut enlever de l'interface. Si on fait OK, ça met ça dans le fichier de configuration, c'est fini. Il y a un petit bouton ici qui s'appelle exporter vers un fichier .reg, base de registre. Et un fichier .reg, c'est jamais qu'un fichier texte, hein, d'accord? Mais ça génère le fichier pour injecter les clés dans la base de registre sur la machine avec les petits R. C'est quoi la deuxième valeur? Je ne sais jamais de tête, c'est pas grave, d'accord? Qui dit voilà quelles sont les fonctions restreintes et voilà quelles sont les fonctions autorisées. Ce fichier-là, vous le prenez, vous double-cliquez dessus, ça le pousse dans la base de registre. Évidemment, vous êtes administrateur Windows, vous déployez des images, vous déployez le petit fichier avec et vous le poussez dans les bases de registre des différents PC clients. Ça a un sens. C'est juste pour une double instance? C'est Non, ça va, quelle que soit l'instance qui sera utilisée, ce sera, on tiendra compte de ces restrictions. Tu affiches toutes les options et tu les restreins, ou tu peux dire tout est restreint et j'inclus que les options nécessaires? Non, sur la base de registre, alors, je ne l'ai pas testé avec l'ajout des nouvelles fonctionnalités pour le coup, effectivement, mais tu es obligé de lister, enfin tu es obligé. Par défaut, le .reg, il liste toutes les options, tu dis celles que tu restreins, tu dis celles que tu autorises. Je n'ai pas testé d'enlever, par exemple, celles que tu veux autoriser, de laisser que les restreintes. Je n'ai pas poussé le vice dans le truc, mais je regarderai. L'avantage, malgré tout, c'est que si on parle d'installation que vous allez gérer en mode centralisé, déployé, etc., c'est des choses qu'on peut tester très facilement sur un poste avant de refaire ces images propres et de les redéployer automatiquement. Donc, comme le fait de rajouter, il y a des nouvelles options dedans qui sont assez récentes. Donc, j'avoue, je n'ai pas retesté en install. Donc, bon, OK, typiquement, voilà un poste avec des fonctions restreintes et puis une instance avec toutes les options. Donc, base de registre, c'est béton parce qu'en général, l'utilisateur, il n'a pas d'accès. Après, si tous vos utilisateurs sont administrateurs Windows, moi, je... Bon, alors maintenant, on est pas mal. Donc, maintenant, ce qu'on fait là, c'est qu'on enlève des options dans le produit. C'est-à-dire, on ne veut pas faciliter la vie de l'utilisateur en lui présentant tout un tas d'options auxquelles il n'a pas forcément droit. Encore une fois, ça ne veut pas dire que, au travers d'autres produits, il ne pourrait pas y avoir accès. Je lui enlève les options SQL de ACS. S'il prend un DBeaver, un Data Studio, je ne sais pas quoi, il peut se connecter en SQL et faire des choses, d'accord? Ça ne concerne que ACS. Donc attention, voilà, on n'est que dans l'interface de ACS. Vous avez également, si vous voulez être plus fin, vous avez également côté serveur, côté IBMI, des fonctions d'usage que vous pouvez utiliser pour modifier de façon plus fine, c'est-à-dire utilisateur par utilisateur, qui peut faire du transfert de fichiers, etc., etc. Donc là, c'est les fonctions. Alors, en natif, il faut plus y aller en natif. C'est un work function usage. Dans Navigator Fiori, là, dans la barre de recherche en haut, vous tapez usage, vous arrivez sur les fonctions d'usage. Et on a grand comme ça. Et donc, c'est celle qui s'appelle QIBM X1 ou XD1. Et vous allez pouvoir limiter et autoriser certaines fonctionnalités. Je vous envoie vers la documentation parce qu'il y en a comme ça, d'accord? Mais là, vous pourrez dire, OK, lui, il peut faire du transfert de fichiers, lui, il ne peut pas. Pas par produit. Non, parce que là, on est vraiment sur, de toute façon, on est vraiment sur des fonctions de ACS, de eFamily plus largement, quelles que soient les versions, puisqu'on reprend les mêmes fonctions d'usage que les produits précédents. Donc là, l'intérêt, c'est que si vous aviez déjà fait des configs, elles restent valables avec le changement à ACS, contrairement à OpNav, où pour le coup, on a changé les fonctions d'usage entre les versions. Là, ça reste cohérent. Mais c'est quand même le transfert de fichiers au travers du protocole particulier qui est fourni par ACS. Ouais. Parce qu'après, le transfert de fichiers, là, on parle bien du transfert de fichiers dans ACS, c'est pas du FTP, c'est pas du net server. Donc là, c'est le protocole ACS. Donc là, quand même, on arrive à préparer le poste client. On peut limiter les options sur le poste client. On peut les blinder dans la base de registre. On peut aller rechecker côté serveur avec des fonctions d'usage. On peut mettre des utilisateurs, on peut mettre des groupes d'utilisateurs. Plus facile quand même, d'accord, pour aller gérer ça.
Donc, on arrive quand même à une solution où, d'un point de vue ACS, normalement, on est déjà pas mal. On peut aller plus loin sur certaines options. Je regarde. Imaginons que vous laissez à un utilisateur le droit de pouvoir aller se balader dans l'IFS. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui fait des interprétations de fichiers. C'est son job. Bien qu'il ait accès à l'IFS. Sauf que si on donne accès à l'IFS, bah, il peut aller se balader partout dans l'IFS où il a les droits avec son profil. D'accord? Tu vois pas le problème. J'ai vu ta tête, tu vois pas le problème. Mais si vous avez des profils mal configurés, tu peux aller partout. Donc, globalement, vous pouvez également, dans la configuration, dans le fichier de conf de ACS, vous pouvez restreindre la navigation d'un utilisateur à un certain répertoire et tous les sous-répertoires qui sont à l'intérieur. Donc, un gars qui doit faire que de l'import-export, on va le limiter dans le fichier /export, d'accord, dans lequel il va aller poser ses fichiers. Pas par FTP, par contre. Non. Ça marche. Non, là, c'est que du ACS. Pour FTP, j'ai pas de solution magique à ça. En SSH, pour du SFTP, on sait faire des configurations pour le coup où on met l'utilisateur dans une zone particulière. Sur du FTP, non. Sur du FTP, on peut jouer avec les points d'exit. Ça devient plus délicat. Donc, au travers de ACS, toujours, en tout cas, on peut limiter la navigation d'un utilisateur. Donc, pareil, hein, c'est bon, évidemment, normalement, il ne devrait pas avoir les droits par rapport à son profil, mais ça peut être une option. De la même façon, vous pouvez également limiter les spools que l'utilisateur peut voir. Alors là, il n'y a pas de réglage subtil, mais il y a une propriété dans le fichier de conf qui dit je restreins le filtre de spool. Et en gros, l'utilisateur ne verra que ses spools à lui. C'est comme un working file current, d'accord? Et il ne pourra pas aller changer, il peut toujours dans le menu là, afficher le filtre de spool pour aller changer les options, mais tout est grisé. Il ne pourra pas aller voir les spools du gestionnaire de paye qui édite les bulletins de paye. J'aime bien cet exemple qui marche. Alors, c'est arrivé, hein, j'étais dans une société, c'est arrivé, on a reçu par mail tous les bulletins de paye de la boîte. Ça a fait une petite dizaine d'années, mais ça a fait vilain quand même. Ok, avec les lois sur la transparence qui arrivent, je crois que... Bon, en tout cas, vous pouvez restreindre un utilisateur et donc il pourra avoir que ses spools. Là aussi, ça peut être important. N'oubliez pas, dans les spools, il y a souvent de la donnée métier. Nous, on travaille avec des spools techniques, les joblogs et machin. Il y a beaucoup de données métiers en général dans vos spools. Hop, c'est trop vite. Donc, dans ACS, je ne l'ai pas montré. Vous avez toute une configuration qui est préparée à l'avance et il y a aussi toute la configuration locale, c'est-à-dire quels sont les systèmes qui sont déclarés à l'intérieur, les sessions 52-50, etc. Toute une configuration qui est faite par les utilisateurs. Quand c'est vous à l'IT, il n'y a pas de souci. Quand c'est un utilisateur, encore une fois, utilisateur final, etc., en général, vous lui avez préparé sa configuration. On ne va pas lui demander de configurer ses accès sur un système, etc. D'accord ? Donc là aussi, évidemment, c'est déjà fait. Mais vous pouvez tout à fait, vous, sur un poste modèle, préparer une configuration. Dans Fichier exporté, vous avez une petite option qui vous exporte ça sous forme d'un petit fichier zip. Et cette configuration, vous pouvez la pousser sur les postes et vous pouvez la réimporter sur les postes. Donc là aussi, il y a des commandes. En mode commande, on peut dire fais-moi l'importation du fichier qui est à tel endroit. Vous pouvez le pousser avec vos outils Windows sans problème. Ce qui fait que si vous avez des mises à jour de configuration, pousser, vous pouvez le faire. Si la configuration, vous l'avez fait globalement et qu'elle est partagée sur le réseau, vous mettez à jour votre configuration en réseau une fois pour toutes, tout le monde en profite. Donc, on conseille quand même les configurations de les pousser sur les postes clients, parce qu'en général, vous avez quand même des sites différents sur des sous-réseaux différents, etc. Ça peut être un peu compliqué. Ça dépend de vos organisations. Donc ça, on peut le faire. On sait, j'ai montré l'interface visuelle, mais on sait le faire en mode commande. Mais on sait également aller mettre dans la configuration, dans le fichier de configuration, on sait également lui dire fais-moi un auto-importation du fichier de configuration. Vous préparez un fichier de conf, et c'est pour vous éviter d'avoir à le pousser en mode commande sur tous les postes. On peut lui dire ça,
Et bien sûr, on met la configuration sur un répertoire réseau qui est accessible en général. Et quand quand ACS démarre à la prochaine fois, il va aller vérifier que cette configuration-là est changée. Donc, vous pouvez utiliser une configuration locale, vous pouvez une configuration sur le réseau. Il y a même HTTP et FTP qui sont supportés. Attention, pour le FTP, ça dépend des authentifications, etc. D'accord, mais on peut aller jouer là-dessus. Il y a des sortes de mots-clés qui représentent le répertoire d'install du produit, etc. D'accord, on peut l'utiliser aussi. Donc, vous pouvez aller mettre votre fichier de conf quand même de façon assez large. Petite particularité, on va aller importer depuis le fichier de conf les systèmes, par exemple, qui ont été rajoutés, mais on n'ira jamais supprimer automatiquement un système. Il y a des commandes pour supprimer des systèmes, mais là, il faudra vraiment aller les faire jouer sur les postes. Le fichier de conf, il va se cumuler en fait à votre conf actuelle. Vas-y, puis pour vous éviter des appels au support. C'est pas beaucoup utilisé pour être franc, hein, d'accord. Je l'ai testé, moi j'ai pas de main, mais je l'ai pas testé sur un parc de 800 postes, donc ok, mais j'ai pas de client, je peux pas dire que j'ai de client qui a mis ça en place. Ouais. Maintenant, le produit le permet. Les mises à jour, alors les mises à jour du produit, on disait à peu près 2 fois par an, globalement. Je vous renverrai vers la documentation. Il y a dans le What's New de ACS, on vous dit version par version quelles sont les nouveautés. Il y en a beaucoup au travers de SQL, évidemment. Et petite chose intéressante, on vous dit aussi pour chaque nouveauté, pour les plus principales nouveautés, la plupart du temps, c'est des nouveautés qui ont été demandées par des IDE, donc des demandes qu'on fait à IBM pour dire ah, moi, je voudrais bien avoir ci, je voudrais bien avoir ça. Et on vous donne la référence des idées correspondantes. C'est surtout pour vous dire que ça marche. Donc, si vous avez, vous, des choses que vous voudriez voir apparaître dans le produit, qui sont cohérentes, etc., évidemment, faites les demandes. Il y a un site web pour ça. Contactez-nous si vous êtes perdu, on vous aidera, etc. D'accord, mais ça fonctionne et vraiment, il y en a beaucoup et IBM en tient compte. Et il y a plein de nouveautés qui sont issues des demandes des utilisateurs. C'est un produit pour les utilisateurs, c'est important. Pour faire la mise à jour du produit, vous avez votre image, vous relancez le script JS, il va détecter l'installation, il va faire la mise à jour. Si vous avez une image administrative, vous refaites une image administrative. Vous refaites sur le poste client le install ACS de la version qui va bien. Il va faire la mise à jour. Vous avez une image sur le réseau. Prochain lancement du produit dans le poste client, il va redescendre en cache l'image et vous n'avez pas de souci. Donc, plutôt assez simple. Le petit conseil qu'on peut avoir éventuellement, c'est si vous faites ça par votre outillage Windows, testez-le 2-3 fois au travers de l'outillage sur 2-3 postes à l'IT que vous maîtrisez pour bien voir les différents cas d'erreur qu'on peut avoir, etc. Parce que c'est compliqué de tout anticiper avant de déployer plus large. Mais honnêtement, plutôt très simple. Quand on est très pressé, faites-le pas. Quand on est très pressé, vous prenez le point jar, vous le mettez à la place de votre point jar à vous. Ça marche. Bon, des fois, il y a des nouvelles options dans le fichier de configuration, etc. Donc, la bonne pratique, c'est quand même bien de redéployer. Je dis ça parce que j'ai eu beaucoup de versions à tester de la part d'IBM, parce qu'on avait fait beaucoup de remontées. Donc, j'ai eu beaucoup de versions à tester de la part d'IBM. Donc là, on prend le point jar, on le met, ça va bien. On était dans le programme bêta-testeur. Alors, qui utilise des protocoles cryptés pour la communication? 52 Telnet crypté, etc., etc. Ouais, SSL, TLS. Bien sûr. Petit rappel, si vous n'utilisez pas de certificat entre ACS et votre IBMI, tout ce que vous faites passe en clair. Et dans le premier truc que vous faites, vous savez, il y a ce petit écran profil mot de passe. Passe en clair. C'est très facile. En 5 minutes, je peux vous faire la démo, ça se capte, pouf, direct. Donc, évidemment qu'il faut travailler en SSL. Vous voulez sécuriser
L'ensemble des services disponibles pour ACS, le JDBC, la connexion aux fichiers, etc., etc. Honnêtement, c'est super vite fait, d'accord, il n'y a pas de souci. D'un point de vue serveur, c'est super vite fait. Évidemment, après, il faut repousser les configurations sur les postes clients, parce que sinon, vous avez sécurisé, mais tout le monde continue à se connecter en clé 1. Pas de bol. Non, mais évidemment, il faut le faire, c'est hyper important. Et la capture des mots de passe, là, c'est vraiment très, 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 très facile. Je n'ai pas tout mis ici. L'idée, c'est de dire, quand vous mettez en place un certificat sur votre serveur, il y a deux choses à faire. C'est au niveau des postes clients, sur les configurations, il faut indiquer que vous voulez vous connecter en sécure. Une fois que vous avez fait ça, pas de problème. Le poste, il va essayer de se connecter en sécure. Sauf que la première fois, l'utilisateur, il va avoir un gros message comme ça qui dit « Ouh là là, il y a une autorité de certification avec toutes des valeurs en hexadécimal au milieu. Là. Est-ce que tu veux faire confiance ou pas ?» Vous montrez ça à un utilisateur auquel vous avez bien fait la morale pendant 3 ans en disant surtout faites attention à la sécurité, etc. Il voit un message comme ça, il va rentrer en panique et il va dire non, et puis vous aurez des appels en disant j'arrive pas. D'accord? Et c'est normal pour eux. On les embête avec ça. On leur dit ouvre pas les pièces jointes. Ils voient un message qui fait peur, ils vous appellent, c'est normal. Okay. Donc le but, c'est que quand vous vous connectez en sécure, dans ACS, il y a un magasin de certificats. Et dans ce magasin de certificats, il faut qu'il y ait les autorités de certification des certificats que vous utilisez. C'est vrai pour ACS, mais c'est une généralité. Hein, d'accord ? C'est vrai pour tous les produits. Du coup, le but du jeu, ça va être de dire, il faut que vous soyez capable, vous, de pouvoir injecter ce certificat dans les postes clients, dans les magasins des postes clients, pour que ce soit transparent pour l'utilisateur. Si ce n'est pas transparent, il va vous appeler. Donc, vous avez une petite option déjà qui permet de dire affiche pas des prompts à l'utilisateur pour ne pas lui mettre en panique. Sauf que ça ne règle pas le problème. Si on met juste n'affiche pas le prompt, il n'y aura pas de connexion en fait, parce que la connexion va être refusée, on ne connaît pas l'autorité. Donc déjà, on n'a pas le message, mais on n'est toujours pas connecté. Okay. Et puis évidemment, il va falloir aller indiquer, alors il y a plusieurs façons de faire, il va falloir aller indiquer quel est le fichier, quel est le magasin de certificats. C'est un fichier CA-Certs qui est disponible. Il est où ce fichier? Ça dépend de la configuration que vous avez fait. Si vous avez une configuration du paramétrage local, il est sur le poste. Si vous avez fait une config avec le paramétrage stocké sur le réseau, il est sur le réseau. S'il est sur le réseau, c'est très facile. Vous, avec ACS, vous ouvrez le magasin, vous injectez le certificat et hop, il est disponible à tout le monde. La plupart du temps, malgré tout, en général, c'est plutôt par ici. Donc, il est sur le poste client. S'il est sur le poste client, eh ben, il faut que vous descendiez le certificat et il faut aller demander à l'injecter dans le magasin sur le poste client. Donc, soit vous dites, soit vous changez votre conf en disant mon fichier CA-Cert, il est sur le réseau et je m'en occupe. Si vous avez un problème réseau, vous êtes mort. Soit vous allez télécharger le certificat et en mode commande, on peut le pousser dans les différents magasins. Soit vous avez également, en mode commande, on peut aller demander à Access Client Solutions d'aller télécharger le certificat, le Cert Download, pour un système particulier et d'aller injecter ce certificat dans le magasin qui est défini dans la configuration. Donc ici, c'est vraiment en mode commande. Encore une fois, c'est fait pour être automatisé avec nos outils Windows, hein, d'accord, sur tous les postes. Je vais dans mon répertoire où mon ACS est installé. Je lance le ACS Launch Windows 64 bits.exe, plugin certificate download, le nom de ma machine, et quand je fais entrer, il a téléchargé le certificat qui s'appelle neptune.gaia.lan Certificate Authority, et il le met dans le magasin. Bon, il y a une option /Q pour le mettre en silencieux, pas qu'il y ait de prompt, pas qu'il y ait de message à l'utilisateur, etc. D'accord. Plusieurs façons, ça dépend de vos installations, ça dépend de vos configurations, mais il faut l'anticiper, ce n'est pas l'utilisateur qui peut le faire, c'est à vous de le faire, d'accord. Vous sécurisez, vous descendez les certificats. Oh bah dis donc, je croyais qu'il y en avait encore. Pas mal. Bon, je suis à l'heure. Donc, encore une fois, il y a différentes façons de faire, d'accord, mais vous, sur vos postes à vous,
à l'IT, faites-le vous-même. Honnêtement, de toute façon, c'est certainement par vous que vont passer les renouvellements de certificats d'autorité, etc. Faites-le vous-même sur vos postes, restez autonome. En plus, vous aurez d'autres certificats à vous, puisque vous aurez les HMC, etc., qui ont d'autres autorités en général. Sur les postes clients, j'insiste, il faut que ce soit complètement transparent, complètement automatisable. Sinon, vous allez embaucher des stagiaires pour répondre au téléphone. Vous êtes dans quelle version de ACS? Vous savez? Oula. La dernière. Moi, j'ai tout. Voilà, forcément. Un 9.8. Il y a donc c'est 2 mises à jour par an. Hors mise à jour de sécurité, on a eu un ou deux petits patchs rapides ces derniers temps. Si vous allez, est-ce que j'ai fermé? Je prends celui-là. Hop. Donc si vous allez subtilement sur hop, IBMI ACS. Voilà. Ça, je vais vous montrer rapidement. Donc, vous avez... Ah oui, c'est ça, je ne vous ai pas montré. Je vais en profiter 2 secondes à ce compte-là. Je ne peux pas mettre le VPN parce que j'ai lancé le Teams. Si je mets le VPN en plein milieu, ça va couper. Je voulais vous montrer en mode commande depuis l'IBMI pour le coup. Bon, je vais vous faire autrement. Donc, vous avez le site que j'ai mis dans le site IBM que j'ai mis dans la doc. On vous dit comment le télécharger. Vous avez un petit guide de démarrage. Vous avez la documentation. Vous avez les nouveautés. D'accord, donc tout ça est plutôt très bien fait. Dans le update, c'est là où on vous dit voilà toutes les nouveautés, à quel IDEA ça correspond, etc. Et je gagne du temps pour réfléchir à comment je vais faire sans VPN pour vous montrer les commandes. D'accord. Si, mais je vais faire ça. Je vais faire comme ça. Donc, on disait sur l'IBMI, aujourd'hui, vous avez Access Client Solution qui est installé dans QIBM, Prod Data, je ne sais plus, client, etc. Et vous retrouvez l'image du produit Access Client Solution un jour maintenu par PTF. Pourquoi? Parce que le produit, de toute façon, il est Java en fait, et sur l'IBMI, on a du Java, on sait exécuter le produit sur l'IBMI. Le produit, évidemment, nous, en tant qu'utilisateurs au quotidien, on passe par l'interface graphique. Mais on a vu, il fonctionne aussi en mode commande pour certaines actions, télécharger les certificats, etc. Sur l'IBMI, vous pouvez appeler également le produit en mode commande, par exemple, pour automatiser des choses qui aujourd'hui partent du poste de travail. Imaginons, vous connaissez les transferts de fichiers vers ou depuis l'IBMI. Vous faites votre configuration dans l'interface graphique, vous dites c'est tel fichier base de données, je prends telle zone, where, etc. Et puis ça m'alimente un fichier Excel. Vous enregistrez la configuration, ça vous fait un fichier DTFX. J'ai toujours le doute avec. Oui, c'est un FDX, je sais pas. C'est la description du fichier lui-même, c'est nécessaire quand on va dans l'autre sens après. Vous enregistrez cette configuration-là, dans lequel c'est un petit fichier texte dans lequel il y a tout à l'intérieur, d'accord? On va retrouver l'instruction SQL, quel est l'endroit où on doit le mettre, etc. Et cette configuration-là, une fois qu'elle est faite, vous pouvez l'appeler en mode commande sur votre poste de travail. Ça permet de l'automatiser, c'est ce qu'on faisait sur les serveurs. Sur les serveurs Windows qui devaient faire de l'échange de fichiers, quand c'était à 3 heures du matin, vous mettiez ça dans le planificateur Windows et tac, d'accord? L'idée, c'est de dire QIBM, Prod Data, Access, ACS, base. Excusez-moi, j'ai toujours dit. Donc, l'idée, c'est de dire maintenant que ACS est disponible sur l'IBMI. On peut faire la même chose, mais dans l'autre sens, depuis l'IBMI. Alors, pourquoi depuis l'IBMI? Parce qu'en général, vous maîtrisez la planification depuis votre IBMI. Ce n'est pas une question de c'est mieux, c'est moins bien, d'accord? C'est qu'en général, vous maîtrisez mieux la planification plutôt que d'avoir 50 planificateurs sur 50 serveurs distincts, etc. Donc, l'idée, c'est de dire que sur l'IBMI, vous pouvez aussi appeler ACS en mode commande. J'ai remis ici le plugin qui s'appelle CL Download, qui est un plugin qui permet justement de faire une extraction depuis un fichier base de données ou depuis une requête SQL que vous fournissez ici en entrée. Donc, même, vous pouvez la construire un peu dynamiquement par rapport à la date du jour si besoin ou ce genre de truc. D'accord? Vous lui dites ensuite, voilà à quel endroit je veux enregistrer mon fichier.
/home /extract /client.xlsx. Deux, trois options différentes qu'on peut aller mettre. OK, j'ai mis un minimum de doc ici dans le truc. Je dis je suis pas sûr que ce soit moi qui l'ai écrit en fait. C'est pas grave. OK, et en mode commande sur l'IBMI, si on devait le faire à la main, on est OK. Je vais me positionner, c'est juste pour pas avoir des répertoires à rallonge ici. Java-jar acsbundle.jar, commande classique pour déclencher Java. Et je passe mes paramètres à la commande. Tac, tac, tac. La fonction, c'est le download. Le système depuis lequel on veut extraire, le système local a priori, mais on pourrait aller se connecter sur un autre, ça demande un peu de job, on peut le faire. Donc, depuis un système, vous pourriez faire une extraction sur un autre et stocker le résultat en local. Bon, ici, je n'ai pas fait une requête SQL. J'ai dit, vas-y, prends-moi tout le fichier des employés que Philippe affectionne parce que je ne le dirai pas. Et je génère un fichier Excel en sortie. OK, tadada, 42 lignes, 2 secondes. Le fichier Excel, donc évidemment, quand je l'ouvre depuis mon Excel Windows, hein, évidemment, voilà le résultat. Vous voulez l'automatiser? C'est facile, en fait. Avec une requête SQL, voilà comment ça peut marcher, d'accord? On pourrait le faire depuis le fichier DTFX, il faudrait le modifier un petit peu. Mais en gros, depuis une commande Java, on peut le faire. Cette commande Java-là, c'est facile, on sait la mettre dans un CL, on sait la mettre dans un script shell, que lui-même on sait mettre dans un CL, ce que vous voulez. Et du coup, on sait le passer dans le planificateur. Ou dans des programmes à vous pour mettre ça dans vos programmes exploit, etc. D'accord? Et du coup, vous pouvez vous amuser, on va détailler deux, trois petites choses, mais après, vous pouvez vous amuser à mettre ça dans des programmes CL classiques, compagnie, et puis vous pouvez faire des extractions. Donc, vous avez ACS. Évidemment, vous ne pouvez pas tout faire sur l'IBMI. On ne va pas lancer les interfaces graphiques et compagnie, d'accord? Mais toutes les fonctions de type échange, transfert de fichiers et compagnie, elles sont là pour ça, clairement. Et typiquement, vous avez des programmes RPG qui font des extractions aujourd'hui et on vous demande d'envoyer ça au format Excel au contrôleur de gestion. Hop. Ça y est. Vous avez aussi une fonction, il y a un service IBMI maintenant qui s'appelle Generate Spreadsheet. Le Generate Spreadsheet, qu'est-ce qu'il fait? Il fait ça. Donc voilà, c'est aussi, donc il y a le déploiement, il y a la sécurisation, etc. Et il y a pourquoi il est disponible sur l'IBMI, pour que vous puissiez disposer sur l'IBMI aussi d'un certain nombre de facilités. J'ai mis 2-3 trucs, ok, c'est pour montrer l'intégration. Mais vous avez facilité du coup à utiliser maintenant ACS dans les environnements pour ce genre de fonctionnalités. Et vous pouvez très bien faire des configs depuis votre poste Windows, les DTFX, les descendre sur l'IBMI. Vous modifiez simplement les chemins parce que la notation IFS ou la notation Windows, elle n'est pas faite pareil, mais vous modifiez le chemin simplement de génération de votre fichier et vous l'appelez en mode commande, ça passe. J'ai pas vu le répertoire d'admin quand tu as fait la configuration admin. Je ne l'ai pas vu non plus. En général, on le fait depuis un répertoire réseau. Parce que le but, c'est qu'il soit disponible après pour être redescendu sur les postes. Tu choisis le répertoire que tu veux, alors. Tu choisis le répertoire que tu veux et la configuration, elle se fait dans le répertoire depuis lequel tu as lancé. Donc, si tu dois faire 3 images, tu prépares 3 répertoires avec ACS des IP de base à l'intérieur et on relance le admin config dans chacun des 3 avec les options différentes qui vont bien. Ça modifie l'instance depuis lequel on lance. J'arrête là, j'ai un petit peu dépassé. Je suis désolé. Si vous avez des questions. Oui, toute cette doc. La présentation de la session, elle sera dans l'outil, dans le shed. Je vais monter la présentation dedans. Celui-là, il est sur le blog de Gaïa. Et puis, sinon, un petit mail et puis je dépose. Avec plaisir. Bravo. Merci à vous.